Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau café des jeux où on va parler des jeux auxquels j'ai joué ce mois-ci. Alors on va tester un nouveau mode avec mon nouveau téléphone, je peux faire une double caméra, filmer devant et en même temps me filmer ma tête. Donc dites-moi ce que vous en pensez, on va tester ça pour ce café des jeux, voir si c'est rigolo. Et puis voilà, alors ce mois-ci, j'ai joué à pas mal de jeux, il y aura des jeux joués en solo, des jeux joués en duo, des jeux joués en multijoueur, des jeux joués sur BGA et je vais même vous parler des soldes que j'ai fait. J'ai acheté des petits jeux en promo, etc. Il y en a déjà parmi ceux-là d'ailleurs. Donc il y a pas mal de choses dans ce café des jeux. Installez-vous confortablement, prenez-vous votre petit thé, votre petit café. À chaque fois, vous retrouverez les jeux en description. Allez, c'est parti, on va commencer. Et on va commencer par les jeux en solo. Alors, ce mois-ci, j'ai joué à des bons jeux en solo, hein. Pas forcément des jeux de 2025. Vous voyez, il y a Elia et l'éclat de la montagne, que d'ailleurs, j'avais eu en promo chez Ludum. Ils avaient fait des soldes dessus. Donc voilà, Elia et l'éclat de la montagne. Alors, pour chaque jeu, je vais vous donner la note de Board Game Geek, c'est la note des joueurs. Je vais vous donner ma note à moi. Et puis, bien sûr, il y aura la lunette de bronze, d'argent et d'or. Et pas de lunettes si ça mérite pas de lunettes. Allez, c'est parti. On va commencer par Eila et l'éclat de la montagne. Alors, déjà, on va mettre la note des joueurs. La note des joueurs sur Board Game Geek, eh bien, les gens ont mis une note de 8. Donc, sur Board Game Geek, c'est sur 10, bien sûr. Et 8, c'est des bonnes notes. 9, c'est quasiment une note parfaite parce que c'est dur d'être au-dessus de 9. Il n'y a pas beaucoup de 9 d'ailleurs, donc 8, c'est une très bonne note pour ce Eya et l'éclat de la montagne. Alors attendez, je vais juste essayer de bien faire le cadrage. Là, on est sur les jeux en solo. Eya, elle a 8. Et moi, quelle note je vais lui donner? Alors, je vais essayer de vous donner à chaque fois, bien sûr, ma critique sur le jeu en essayant d'être le plus précis possible sur mon expérience. Eya est un jeu en solo qui est sorti en 2024 et qui a plutôt bien marché. Il y avait eu une grosse hype dessus. J'étais pas allé dessus parce que pour moi, il y avait eu justement trop de hype. Donc, j'avais attendu un peu et puis là, je l'avais vu en promo. J'ai dit, vas-y, je le prends. Je sais plus à combien j'ai eu, 33 € alors que c'est un jeu qui coûte 40 balles ou plus. Et franchement, j'ai pas été déçu parce que pour moi, c'est un peu ce que je recherche dans les jeux en solo, c'est-à-dire un univers unique où ils ont vraiment créé un univers avec un personnage, etc. Un jeu d'aventure avec une histoire où vous allez parcourir le monde dans une histoire qui va évoluer. On aura notre petit plateau, donc il va y avoir des cartes, etc. C'est un jeu assez simple au niveau des règles à prendre en main. Et c'est aussi ce que je recherche de plus en plus dans mes jeux en solo. C'est des jeux où je galère pas trop dans les règles, où je passe pas des heures à apprendre les règles et après me tromper dans les règles. Là, c'est très simple. Tu prends ta carte, soit elle va dans le passé, soit elle va dans le futur. Et puis après, tu continues, t'enchaînes les cartes et tu débloques en fonction de ce que tu vas, des choix que tu vas faire. Tu vas débloquer des équipements, des pouvoirs pour la suite. Alors, dans les défauts, je pourrais dire justement, c'est que à chaque fois, on va devoir faire des choix. Et en fait, il n'y a pas vraiment de stratégie finalement. Des fois, c'est du hasard. Tu dois aller à gauche, tu dois aller à droite, tu dois faire ça plutôt que ça. Comment choisir? Bah en fait, c'est selon votre sensibilité. Et si par exemple, à un moment, tu as une carte avec un chemin à gauche, peut-être que ça va être un peu sombre, ça fait peur, il y a la forêt. À droite, c'est un peu plus lumineux, vous voyez des fleurs, vous allez dire, est-ce que je vais suivre le côté avec des fleurs ou le côté sombre où il y a un piège? Je sais pas. Donc vous faites des choix sans trop savoir ce qui vous attend dans le futur. Donc c'est en même temps une qualité parce que c'est rigolo et tout, mais en même temps un défaut parce que vous n'avez pas de stratégie dans ce que vous devez débloquer parce que vous ne savez pas en fait quand vous connaissez pas le jeu. Et la deuxième fois que vous allez jouer, là par contre, vous allez vous dire ah j'ai déjà fait ce choix-là, là je vais faire un autre choix pour voir. En tout cas, il y a plusieurs chapitres bien sûr dans la boîte et le matériel est vraiment cool, franchement. Encore un point positif pour ce Halo au niveau du matériel, puisque ben franchement tout est bien quoi. Les inserts ils sont bien, on a le plateau fourni, euh, la boîte bon elle est grosse. Voilà, le livret de règles
il est pas énorme, il fait 20 pages et à chaque fois, en plus, il y a les dessins carrément du jeu. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'adore quand on nous parle, on nous montre les illustrations, etc. dans les jeux, comment ça a été fait, etc. Franchement, j'ai vraiment adoré découvrir ce jeu dans tous les sens du terme. Voilà, vous avez cinq chapitres et à chaque fois, en plus, vous débloquez des nouveaux trucs, mais aussi des nouvelles règles. Donc, au début, le tuto est vraiment simple et au fur et à mesure, vous débloquez des nouvelles règles. Et encore, c'est pas non plus trop dur au niveau des règles. Vous avez votre petit plateau et là, vraiment là, c'est vraiment bien rangé. Et même après avoir fait le jeu, j'ai re-rangé dans les plastiques et tout. Et le jeu est quasiment comme neuf, quoi. Alors que, je l'ai fini. Donc voilà. Juste, ouais, là, vous pouvez écrire sur les trucs, mais il y en a plein. Donc, franchement, une belle découverte, ce petit Ayla. Je vais pas tout déballer, sinon ça va être galère à remettre. J'essaye de vous faire cette vidéo en une traite parce que j'ai pas beaucoup de temps de faire du montage en ce moment. Mais au niveau des qualités d'Ayla, il avait tout ce que je recherchais dans un jeu en solo. Pas trop cher non plus, pas trop compliqué, du beau matos, une aventure unique, à rebondissement. Dans les défauts, je pourrais dire, comme vous avez vu, l'aléatoire des cartes, mais également il y a certains niveaux qui peuvent être difficiles, vous allez sûrement pas les réussir du premier coup, et notamment le dernier niveau, moi j'ai eu de la chance parce que en fait j'avais débloqué des bons trucs, j'avais un sort qui faisait beaucoup de dégâts, et j'avais capté le truc que tu pouvais échanger des connaissances contre du pouvoir, et tes pouvoirs tu pouvais les utiliser dans tes sorts pour détruire les méchants, et j'ai eu de la chance parce que le dernier niveau, j'ai réussi à le gagner du premier coup et j'ai réussi à débloquer la bonne fin du premier coup. Du coup, j'ai eu un kiff dans mon aventure, alors que je sais qu'il y en a qui n'ont pas débloqué la bonne fin du premier coup, qui sont morts plusieurs fois au chapitre 5. Donc, ils ont été un peu déçus sur ce côté-là. Ils ont dû refaire le jeu. Certaines personnes ont dû refaire le jeu. Il y en a d'autres qui l'ont même pas refait parce qu'ils ont eu la flemme. Et bien sûr, le plus gros défaut d'Ayla, c'est sa rejouabilité parce que tu joues une fois, deux fois, et après tu joues plus, quoi. T'as fait l'aventure, c'est comme si t'avais vu un film, tu le regardes une fois, deux fois, et après tu le regardes plus, ou alors des années après, si tu remets, quoi. Mais voilà, j'ai adoré Ayla, du coup je vais lui mettre une bonne note. Je vais lui mettre un 8.8, allez, je lui augmente sa note, petit coup de cœur, et du coup je lui donne une lunette d'or pour Ayla et l'éclat de la montagne. Voilà, lunettes d'or parce qu'il a tout ce que je recherche dans un jeu en solo finalement. Et aussi, le jeu n'est pas très long puisqu'au final, je l'ai joué sur une semaine. Je veux dire, tous les soirs, je faisais un ou deux chapitres. Et il y a des gens qui pourraient dire que c'est un défaut, que le jeu est trop rapide, mais pour moi, c'était une qualité finalement, puisque ça m'a permis de finir mon jeu. Et je peux vous dire que des jeux en campagne, j'en ai, et ne pas pouvoir les finir, en fait, c'est chiant, quoi. C'est frustrant de pas pouvoir finir ces jeux en campagne parce que c'est trop long. Donc finalement, je préfère un jeu pas trop long que je peux finir et je suis content de l'avoir fini, plutôt qu'un jeu qui s'étend sur des longueurs interminables que j'arrive pas à finir et du coup, je suis frustré de pas avoir fini mon jeu. Donc pour moi, c'était aussi une qualité que le jeu soit pas trop long et que j'ai pu le finir assez rapidement en une semaine, quoi. J'étais content. Je dis yes, j'ai fini un jeu à campagne. J'étais content de ça. Donc voilà pour Ayla et l'éclat de la montagne. Bonne découverte. Donc je suis content de l'avoir pris finalement. Et même si c'était un an après sa sortie, c'est pas grave. Bravo pour le boulot derrière, pour la traduction Yellow et pour l'auteur, etc. Donc, bonne petite découverte. Je suis devenu fan de cet univers. J'ai presque envie d'avoir la petite peluche là. On continue dans les jeux en solo. Et je me suis pris le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, le jeu de pli coopératif. J'avais pas encore de jeu Seigneur des Anneaux, c'est fou quoi. J'en avais pas encore. Pourtant, je suis un fan du Seigneur des Anneaux. Et j'ai même l'épée d'art là-bas sur le mur. Mais voilà combien de fois j'ai vu les films Seigneur des Anneaux, je regarde la série, enfin
voilà, bah, je pense que si vous aussi vous aimez le Seigneur des Anneaux, vous êtes fan aussi. Donc la communauté de l'anneau, jeu de pli. Alors j'y joue en solo par contre. Beaucoup de gens le comparent à comment il s'appelle le jeu? Ah, bah, bien sûr j'ai un trou de mémoire, mais alors le communauté de l'anneau noté 8,1. Bon, vous savez à quoi les gens le comparent? C'est le jeu de science-fiction là dans l'espace. J'ai oublié le nom. En plus, je l'ai et justement, j'y ai jamais joué parce que je n'arrive pas à trouver des gens que ça intéresse d'y jouer. Alors que là, la communauté de l'anneau, il est jouable en solo, donc bah j'ai pu le sortir directement et y jouer en solo. Donc, il est noté 8,1, donc c'est plutôt une bonne note. C'est plutôt une bonne note. Et moi, je vais lui mettre ma note, je vous la mets direct. Allez. Je vais lui augmenter aussi sa note parce que j'ai bien aimé et j'ai passé un bon moment dessus. J'ai fait à peu près la moitié, je l'ai pas encore fini, mais je lui mets un 8,3, je lui augmente sa note parce que déjà, je suis pas fan de jeux de pli, mais j'ai aimé ce jeu et j'ai adoré redécouvrir les personnages du jeu. Voilà, les personnages, les belles illustrations des cartes. En fait, j'ai pris quasiment plus de plaisir à redécouvrir les personnages à chaque fois, leur façon de jouer, parce qu'en fait, ils ont tous une condition pour gagner leur pli pour chaque personnage. Ils ont des conditions différentes. Voilà, je fais des parties sur la chaîne, hein, donc vous pouvez aller voir. Et donc voilà, c'était trop bien de redécouvrir les illustrations, les personnages, et de revivre. En fait, je me suis revu à l'époque quand j'étais jeune, que je lisais les livres du Seigneur des Anneaux. En revoyant les personnages, je me suis revu en train de lire le livre. Et justement, il y a des petits textes dans le truc pour comme si tu lisais le livre. Bon, c'est des petits textes, des fois ça se suit pas forcément, mais tu comprends quoi. Si tu as vu les films ou lu le livre, tu comprends l'histoire finalement. Donc après, ça reste assez mécanique, mais en solo, c'est assez stratégique justement parce que tu joues 4 personnages, dont Frodon, et c'est un casse-tête en fait. Tu dis bon, lui il doit faire ça comme objectif, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Comment je vais réussir à résoudre? Et des fois, tu essayes de réfléchir 2 coups à l'avance pour te dire, pour pas être bloqué. Donc c'est vraiment un casse-tête. Il n'y a pas ce côté à plusieurs joueurs où chacun joue son truc et tu sais pas trop ce qui va se passer, etc. Là, c'est vraiment, il faut jouer comme un casse-tête avec des trucs à résoudre. Et j'ai trouvé que ça a marché très bien en solo. Et c'est pour ça que moi, je le comparais plutôt au Fief de Norbois. Et d'ailleurs, j'ai préféré le Seigneur des Anneaux pour son thème, finalement, le Seigneur des Anneaux, qui, pour moi, a mieux marché. J'ai toujours pas retrouvé le nom du jeu de punaise. En plus, je l'ai sur le bout de la langue, mais voilà, il y avait beaucoup de gens qui le comparent à cet autre jeu de pli. Moi, je le compare au Fief de Norbois parce que je le considère comme un jeu de pli en solo. Et même si tu finis l'aventure, tu peux débloquer encore, tu peux continuer à jouer, voilà. Donc, une belle découverte, ce jeu de pli, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Par contre, je lui mets pas la lunette d'or. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a cette erreur sur Frodon dans la traduction. La traduction en français sur Frodon, c'est quand même fou, quoi. Le mec, en solo et à 3 joueurs, donc en solo, il doit gagner 4 anneaux. Dans la version anglaise, il est bien marqué 4. Dans la version française, il est marqué que 2. Donc, erreur de traduction, tu dois gagner que 2 anneaux dans la version française. Sauf que, en fait, ça casse tout ton jeu, en fait. Parce que solo, tu joues, dans quasiment toutes les missions, tu joues Frodon. Et donc, si tu dois gagner que 2 anneaux au lieu de 4, le jeu est beaucoup plus facile et du coup, ça casse tout le jeu. Donc, malheureusement, je lui mets qu'une lunette d'argent parce que, bah, traduction qui foire tout le jeu, en fait. C'est quand même fou, quoi. Le personnage principal que tu utilises à chaque mission, il a une erreur de traduction. Donc, dommage, il perd la lunette d'or à cause de cette traduction. Maintenant, si vous avez la version en anglaise, peut-être que je lui aurais mis une lunette d'or, mais du coup, ce sera qu'une lunette d'argent pour le jeu de pli, la communauté de l'anneau. Et oui, mais encore une belle découverte de ce mois-ci, pour ma part. Voilà. J'aurais peut-être... Et en plus, ouais, c'est vrai qu'en fonction de si tu joues à plusieurs, à 2 ou en solo, c'est pas du tout la même façon de jouer.
En solo, c'est un casse-tête. À plusieurs, tu fais ton jeu de pli. Et à deux, t'as carrément un truc sur la table avec des cartes et tout que tu dois débloquer ou je sais pas quoi. Donc, c'est pas mal, quoi. On continue pour le prochain jeu, joué en solo. Horizon de Spirit Island. Ah, ça m'a fait plaisir, ça m'a permis de découvrir Spirit Island avec cette petite version Horizon qui est notée par les joueurs 8,2 les amis. 8,2. Donc vous voyez qu'on a 3 bons jeux en solo quand même. Hein. Que des au-dessus de 8, c'est quand même fou. J'ai joué à des bons jeux. Alors par contre, je ne vais pas lui mettre de note, donc je vais lui laisser sa note. Lui laisse sa note parce que j'ai pas encore assez joué. J'ai fait quelques parties au compteur, je les joue en fin du mois, donc j'ai pas eu le temps d'y jouer beaucoup. Donc je peux pas lui mettre de note, j'ai besoin de découvrir tout le potentiel du jeu. Effectivement, puisque vous allez jouer avec le dos de la boîte, il est pas terrible. Hein. Ils vous montrent pas les personnages, ils vous disent juste ce qu'il y a sur la boîte. C'est dommage parce que les esprits sont plutôt jolis. Hein. Mais c'est vrai que on peut lui reprocher son graphisme pas terrible. Je verrais bien un Spirit Island qui soit refait, tu sais, un peu comme ils ont fait que Awaken Rim avec Castle Burgundy ou je sais pas quoi là, et où ils ont refait tout le jeu en mode hyper beau, tu vois. Imaginez un Spirit Island refait hyper beau avec des beaux graphismes et tout. Donc voilà, vous avez le petit plateau, les petites règles, les petits personnages. Voilà, c'est vraiment le minimum du Spirit Island pour que le jeu soit pas cher, et finalement c'est sa plus grosse qualité, que le jeu soit pas très cher pour pouvoir être accessible pour ceux qui veulent tester le jeu. Et j'avoue que côté immersion, c'est beaucoup moins immersif que les deux jeux d'avant, où là j'étais immergé dans une aventure, etc. Là, Spirit Island, Horizon de Spirit Island, j'ai pas été immergé dans une aventure. Il n'y a pas eu ce côté immersion. C'était vraiment très mécanique en fait. Grosso modo, moi je l'ai ressenti comme un tower defense en fait, finalement, où t'as ta map et tu vas être débordé avec les méchants qui vont arriver sur la map. À chaque tour, ils vont arriver. Et à chaque tour, tu dois décider si tu les tues ou si tu fais de la peur, etc. Donc j'ai ressenti vraiment comme un tower defense très mécanique en fait. Donc pareil, un peu comme dans le jeu de pli où t'as des problèmes à résoudre et tu sais pas trop. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait tu sais pas si tu vas gagner ou pas en fait. Je pensais que j'allais perdre, à la fin j'ai gagné. Bon, j'ai peut-être fait des erreurs et tout, mais à chaque fois que je joue, je sais pas si je vais gagner ou si je vais perdre. Et finalement, c'est le plaisir de ce jeu, c'est de pas savoir si tu vas gagner ou perdre avant la fin. Parce qu'il y a des jeux comme ça où tu sais que certains tower defense, où quand t'es dans la merde, t'es dans la merde. J'ai Last Bastion par exemple, où je sais que Last Bastion, quand je suis débordé, bah c'est mort quoi. Je vais, je sais qu'à un moment que j'ai perdu avant la fin. Horizon, en fait, ce qu'il y a, c'est que même si t'es débordé par les ennemis, tes esprits, ils vont faire de la peur, et la peur va diminuer la condition de victoire. Ça, c'est quand même assez intéressant comme mécanique. Parce que c'est comme si, je sais pas, vous avez plein de jeux où vous avez une condition de victoire où pour gagner, il faut faire ça. Et si vous faites d'autres trucs, la condition de victoire, là, c'est la peur. Tu fais de la peur, donc la condition de victoire diminue. Donc, au lieu de détruire tous les ennemis, il faut détruire que les villages, par exemple, ou que les cités. Et là, moi, par exemple, je pensais que j'avais perdu et en fait, j'avais détruit les cités, donc en fait, c'est bon, j'avais gagné, quoi. Et ça, c'est intéressant comme système de pouvoir diminuer les conditions de victoire. On voit pas ça beaucoup dans les jeux. Donc voilà, j'ai bien aimé découvrir Horizon de Spirit Island parce que ça m'a permis de découvrir ce jeu. Je pense pas partir sur la grosse version pour autant. Je pense que ça me suffit. Et ce que je trouve très intéressant d'ailleurs, c'est que il nous propose une petite version d'un gros jeu. Et je trouve qu'il devrait y avoir ça pour tous les gros jeux en fait. Tous les gros jeux, il devrait y avoir une mini version
Comme ça, les gens ont le choix de choisir une grosse version chère avec tout le matos et tout, ou une petite version accessible avec une petite version pas trop chère pour ceux qui veulent, comme ils ont fait avec par exemple Gloomhaven, les mâchoires du lion, au lieu du gros Gloomhaven par exemple. Je sais que là avec Sleeping Gods, Distant Skies, il y aura la version Primeval Park, la plus petite version. Donc ça permet aux gens justement de choisir. Ceux qui n'ont pas beaucoup de budget, voilà, ils peuvent prendre la petite version, et ceux qui sont à fond dedans, qui veulent tout, ils prennent la grosse, comme là pour Spirit Island. Et je trouve ça intéressant. Et en plus, pour ceux qui veulent stocker leur jeu, bah voilà, moi ma version de Horizon, si je reste là-dessus, c'est une petite boîte à stocker. De plus en plus, on a des problèmes de place pour stocker nos jeux. Là, c'est intéressant de nous proposer un jeu plus fin, qui prend moins de place, plus abordable. Je trouve qu'il devrait faire ça avec tous les jeux. Donc voilà pour Horizon Spirit Island. Encore une bonne découverte. 3 super jeux. Attendez, qu'est-ce que je lui mets comme lunettes? Je sais pas si je lui mets une lunette, comme je vous l'ai dit, j'ai pas assez joué, mais je pense que je peux lui mettre la lunette d'or quand même. Je pense que je peux lui mettre la lunette d'or. Ce sera pas pour tout le monde. Faut aimer le style de jeu. Si je devrais classer ces 3 jeux par préférence, je dirais Ela en premier parce que j'ai vraiment kiffé l'aventure. Je mettrais quand même la Communauté de l'Anneau en deuxième parce que j'ai été immergé dans mon aventure, même si la mécanique est moins intéressante que Spirit Island, mais Horizon de Spirit Island, c'est celui qui m'a le moins immergé dans une aventure, et moi, c'est ce que je recherche dans les jeux. Donc c'est ça aussi, ça dépend ce que vous recherchez dans les jeux. Est-ce que vous recherchez un casse-tête à résoudre des problèmes? Il y a des gens qui adorent ça. Est-ce que vous recherchez plutôt une immersion d'aventure comme moi? Est-ce que vous recherchez, en fait, ça dépend ce que vous cherchez dans les jeux. Un moment apaisant, par exemple, comme pour Cascadia. Là, quand je joue à Cascadia, c'est pour trouver un moment apaisant dans ma soirée. Je me prends un petit thé, je me repose. Donc, ça dépend du moment de vous quand vous jouez et ce que vous recherchez dans vos jeux quand vous jouez en solo ou à plusieurs. Là, ça dépend. Donc, voilà. On continue. On va passer au jeu joué en duo. Justement, on parlait de Cascadia. J'ai joué à Cascadia, mais Cascadia Paysage. Je vous avais déjà parlé de Cascadia dans un café des jeux. Donc là, on va passer en duo. Hop. Et cette fois, j'ai joué à l'extension Paysage. Donc, je vais vous parler de cette extension qui, vous voyez, c'est la même taille que la boîte de base quand même. C'est fou, quoi. Pour une extension, ça prend de la place, quoi. Alors, voilà. Là, on a le jeu de base et là, on a le jeu de paysage qui est noté par les joueurs, l'extension. Donc, on parle bien de l'extension paysage. Les joueurs l'ont mis 7,8. Donc là, on a joué en duo. Désolé, vous voyez ma barbe. En plus, j'ai pas eu le temps de me raser. 7,8 par les joueurs sur Cascadia Paysage. Alors j'avoue que j'étais un peu déçu quand même. J'étais un peu déçu par cette extension parce que j'avais acheté plusieurs extensions. À un moment, j'avais fait une commande où j'avais acheté plusieurs extensions. J'avais acheté Charlatan de Belcastel, j'avais acheté Tiny Epic Donjon Stories, j'avais acheté une extension pour Subterra 2 et j'avais acheté Cascadia Paysage. Cascadia Paysage est l'extension qui était la plus chère parmi les extensions. Parce qu'on était sur, je sais plus, 27 €, un truc comme ça, quasiment 30 €. C'est quasiment le prix d'un jeu, quoi. Donc, j'avais hésité à la prendre, mais comme quoi t'aimes bien Cascadia, donc je l'avais pris. La boîte aussi grosse, donc c'est chiant, c'est cher, et elle apporte pas grand-chose, je trouve, pour le prix. Elle apporte pas grand-chose. On va regarder ce qu'il y a, parce que dedans, on a quoi? On a des nouvelles tuiles habitat. Donc, c'est des tuiles que vous avez déjà dans le jeu de base. Donc, pas nécessaire, en fait. Si vous avez le jeu de base, vous n'avez pas forcément besoin de plus de tuiles. Bon, l'avantage, il me semble, c'est que je crois que tu peux jouer à 1 de plus. Tu peux jouer à 5. Ah non, jusqu'à 6 joueurs. Ouais, voilà. C'est pour permettre de jouer à 6 joueurs.
Franchement, nous, Cascadia, on y joue à 2 et je me vois pas y jouer à plus parce qu'il y a un temps de réflexion qui est assez long dans Cascadia où tu dois réfléchir à si je prends mes tuiles. Donc jamais je me vois jouer à 6 joueurs à Cascadia, quoi. Donc pour moi, ça, c'est pas nécessaire. Tuile habitat de départ, oui, bon, c'est pas nécessaire non plus. Si tu fais avec celle de base, ça va. Les jetons fun, donc c'est les jetons animaux, t'en as plus, ouais, c'est pour jouer à 6, pareil. Donc je trouve qu'il n'y a rien qui est nécessaire. Et finalement, le truc le plus intéressant de cette extension, c'est les paysages. Les jetons paysages, parce que comme l'extension s'appelle Cascadia Paysage, ils ajoutent des paysages. Donc, ils sont là, les petits paysages, voilà. Ça ajoute des cartes paysages et des petits meeple paysages. Ils auraient dû juste sortir cette extension-là dans une petite boîte paysage à 10 balles, 15 balles, je sais pas, mais un truc pas cher du tout. Ça m'aurait suffi, en fait. J'ai pas besoin de jouer à 6 avec plein de jetons, une grosse boîte. C'est pour ça que je suis déçu de cette extension. Je trouve que juste le petite extension paysage, ça m'aurait suffi. Et encore que, est-ce que cette extension est vraiment indispensable? Pour moi, c'est non. Donc du coup, je vais lui baisser sa note. Je vais lui mettre un 6,5 à Cascadia Paysage. Parce que je trouve l'extension pas indispensable. Tu l'as pas, c'est pas grave en fait. Et d'ailleurs, je trouve que ça... En fait, c'est pour ceux qui jouent beaucoup à Cascadia et qui ont envie de renouveler un tout petit peu le jeu. T'ajoutes les paysages en plus, comme ça tu peux gérer tes paysages. Effectivement, quand tu commences à faire, je crois, ces 4 paysages, tu peux ajouter une carte des paysages qui te donnera des points en plus. Donc ça te donne une option supplémentaire au jeu finalement. Mais pour les nouveaux joueurs, en fait, ça complexifie encore le jeu pour ceux qui veulent le découvrir. Donc si tu ramènes des gens chez toi pour leur faire découvrir le jeu, tu vas pas mettre cette extension parce que ça va complexifier et ils vont être perdus. Par contre, nous, on y joue à 2, donc on l'a mis, on était content, ça nous a ajouté un truc en plus. Mais en vrai, si on l'avait pas eu, ça aurait rien changé. Le jeu de base est très bien, il se suffit à lui-même. Et c'est pour ça que j'ai baissé la note de Cascadia Paysage. Alors par contre, j'ai réussi à rentrer toute l'extension dans ma boîte de base. J'ai envie de vous montrer ça vite fait. J'ai réussi à tout rentrer, j'ai enlevé l'insert. Voilà, j'ai réussi à mettre les règles. Et bon, voilà. Comme tu as les paysages sur le tableau de score, tu as le comptage des paysages en plus. C'est ça, ouais, je crois. C'est ça, ouais. Tu as des trucs en plus, donc voilà, là, je les ai rangés. Et regardez, là, j'ai mis une petite boîte pour ranger les trucs. Donc ça, c'est les trucs de paysage, les meeple paysages, voilà. Je les ai mis là. Comme ça, tout rentre dans la boîte de base. Et c'est très bien. Alors, je sais pas quoi faire de ma boîte. Je la garde quand même en stock. Si jamais un jour je vends le jeu, mais je pense pas que je vais le vendre. Cascadia, c'est un petit jeu qu'on aime bien, comme Calico. Pour moi, c'est les deux top jeux en couple. Cascadia et Calico, on aime bien y jouer le soir pour se détendre. Voilà. Maintenant, franchement, si vous n'avez pas de budget, vous achetez pas l'extension qui est pas indispensable, je trouve. Mais en général, les gens qui ont Cascadia, ils aiment Cascadia, donc ils vont l'acheter, quoi, l'extension, parce que quand t'aimes un jeu, souvent, t'aimes le compléter, quoi. T'aimes le compléter. Mais dites-moi, pour ceux qui ont l'extension, ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez qu'elle est indispensable ou pas? Est-ce que vous jouez sans ou pas? Désolé, je me suis pété la gueule, c'est les risques. C'est pas grave, on continue. J'essaie de pas faire de montage pour celle-là parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. On continue. On va parler des jeux joués en duo encore. Il y en a d'autres. Et du coup, on a joué à Moonleap. Petit jeu, on a joué en duo. Ce qui est très intéressant dans ce jeu, c'est que la boîte s'ouvre pour faire le plateau de jeu. Donc Moonleap, il est noté 6. 6 par les joueurs. Donc c'est un petit jeu... ouais. En fait, il y avait le community manager de Philibert qui avait dit qu'il aimait bien ce jeu. Je l'avais vu en promo, vraiment pas cher.
je me suis dit, ah, j'aimerais bien tester. Donc, vous voyez, vous ouvrez comme ça. Poup, poup. Et voilà, ça fait la boîte. Je suis sûr que je vais pas réussir à la refermer. Voilà, ça fait la boîte. Et tu as ces jetons-là, donc c'est tes petits bonhommes que tu vas placer sur ton plateau. Et en gros, c'est un jeu de dés, en fait. Tu lances les dés et après, tu vas pouvoir avancer tes petits bonhommes. Alors, ce qui est rigolo, c'est que si tu as des bonhommes genre de l'adversaire qui sont là et toi, tu es là, eh bien, si ton bonhomme, c'est un 2, parce qu'ils ont des chiffres, en fait, vous voyez. Donc, si tu fais un 3, tu peux avancer le bonhomme et tu sautes au-dessus des autres. Mais, au bout d'un moment, tu vas pouvoir diviser tes dés. Donc, si tu fais 5, soit tu avances le bonhomme 5, soit tu avances le bonhomme 3 et le bonhomme 2. Et oui, 3 plus 2, ça fait 5. Donc, tu peux avancer 2 bonhommes au lieu d'un. Donc, voilà. C'est ça le jeu, finalement. Tu lances le dé et tu avances à chaque fois le bonhomme adéquat. Et d'ailleurs, je vais pas réussir à fermer la boîte. Donc, pour moi, c'est un petit jeu... c'est pas foufou. Mais là, on a joué que à 2. Alors, à 2, c'est un peu long. Je pense qu'il vaut mieux jouer à 3 ou 4. Il y a aussi une petite extension, parce qu'en fait, à 2, tu as chacun tes personnages, mais tu peux ajouter aussi un troisième personnage ordinateur pour pouvoir sauter au-dessus, etc. Donc, c'est rigolo, mais je sais pas si je rejouerai beaucoup, quoi. Mais voilà. Pour ceux qui l'ont, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je lui mets un 5.5. Et je vais pas lui mettre de lunettes. Je pense pas que c'est un achat à faire forcément. C'est pas indispensable, mais j'avais envie d'essayer quand même. Le but, c'est d'aller tout en haut. Voilà. Une fois qu'il y en a 3 tout en haut, ben la partie se finit et après tu comptes tes points en fonction de là où t'es, puisque les cases rapportent des points en fonction de là où t'es. Donc rigolo, mais ok game. Ça, ok game. Après, ok, mais il est rigolo quand même. Mais tu vois, il est pas mauvais, mais je lui mets pas de lunettes, c'est pas non plus waouh. Ensuite, on a Donjon Exit qu'on a joué en duo. Elle est belle la boîte, hein. Chez l'éditeur Unfriendly Games, que j'aime bien parce que c'est ceux qui ont fait Nekojima, que j'aime bien, le jeu avec les bouts de bois. Et là, ils ont fait Donjon Exit. Le jeu est noté 7,5. 7,5. Allez, je vous mets ma note directe et on verra pour la lunette après. Je vais le mettre à 8. Bravo à Unfriendly Games. Bravo à vous parce que vous arrivez à faire des bons jeux qu'on n'a pas encore vus ailleurs en fait. Et c'est très intelligent ce système de casse-tête avec des trucs magnétiques qui tiennent sur ton plateau. Et tout simple en fait, tu places ta porte, ton dragon, ton machin, et ensuite tu dois relier le casse-tête avec tes petits Tetris pour faire le truc. Donc voilà, relier dans l'ordre de passage, placer vos tuiles, trouver la solution et passer au prochain défi. Ça devient de plus en plus dur. Le jeu était pas cher du tout, une quinzaine d'euros. Donc, par contre, il est jouable en solo ou à 2, mais vous voyez, je l'ai pas joué en solo parce que je me vois pas jouer à ça en solo, en fait. Nous, on a joué en duo. Et en fait, en duo, normalement, tu dis go, et c'est le premier qui finit son plateau qui a gagné. Sauf que nous, on joue en coopération, on va dire. C'est-à-dire qu'on fait le plateau, peu importe qui a gagné, on fait pas la course, en fait. Et après, on compare nos plateaux pour voir si on a fait le même chemin ou pas, si on a pensé pareil, et ça, c'est assez rigolo. Donc voilà, pour nous, c'est petite soirée en duo, on se fait un Cascadia, on se fait un Donjon Exit, on passe une bonne soirée pépère. C'est ce genre de jeu-là, moi, qui nous fait passer une bonne soirée zen en couple, tranquille. Donc je me vois bien y jouer comme Cascadia en duo, et pas forcément en solo. Voilà. Parce qu'en solo, je me dis, ça va être un petit casse-tête aussi à résoudre, mais je sais pas. Je me vois pas trop y jouer en solo, j'ai peur de m'ennuyer, alors qu'en duo, je trouve que ça passe assez bien.
de comparer avec l'autre ce qu'il a fait, de voir si à ce niveau-là, toi, t'as mieux réussi que moi, alors qu'à l'autre niveau, j'ai moins réussi. Donc voilà. Je trouve que ça marche bien. Et je sais qu'il y avait beaucoup de gens en ont parlé sur Internet, donc je me suis dit voilà, il y a encore un jeu sur-hypé. Donc je me suis dit je vais être déçu parce que quand les jeux sont sur-hypés, souvent je suis déçu. Et au final, j'ai quand même bien apprécié. Les plateaux sont assez lourds et ils sont double côté. Et voilà, vous placez vos petits trucs dessus et ça colle. Voilà. Donc voilà, le matériel est assez simple, hein, mais en même temps, le jeu est pas très cher. La boîte est pas très grosse, donc merci encore de nous faire des boîtes pas trop grosses pour qu'on puisse les stocker. Donc encore une bonne idée de cet éditeur, bravo. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous vont faire après? Je sais qu'ils ont d'autres jeux de prévus par la suite. Donc un éditeur à suivre pour ce qu'ils font. Ils ont des bonnes idées, franchement. Des fois, je réfléchis à créer des jeux et je me dis, les gens ont trop de bonnes idées, quoi. Tu peux pas les concurrencer. Allez, on continue et c'est fini pour les jeux en duo. Ah ouais, j'ai oublié. Est-ce que je lui donne une lunette à Donjon Exit? Ouais, je suis cool. Je vais lui donner une lunette d'or. C'est quand même, je suis content de l'avoir et je continuerai d'y jouer. C'est bien pensé, franchement. Le dessin est cool. C'est pas très cher, c'est une petite boîte. Que dire de plus? En défaut, si vous avez fait tous les trucs, vous l'avez fini, mais bon. Je sais pas trop quoi dire en défaut, mais ça dépend si vous aimez pas les petits casse-têtes comme ça. On va passer au jeu joué en multijoueur. Jeu joué en multijoueur, donc là on est plus dans les jeux d'ambiance que j'ai joué en famille, avec les amis, etc. Donc j'ai joué à Now, que j'avais eu en promo à 8€ en occasion, pendant les soldes. Un jeu de chez Scorpion Masqué. Alors Now, il est noté 6,2, donc c'est pas une note incroyable, mais je suis assez d'accord avec la note, parce qu'en fait c'est un jeu d'ambiance avec des cartes, et en fait voilà, vous avez une pioche, vous allez mettre 3 cartes sur la table, ok? Les cartes, c'est des numéros. Et là, tu peux gagner des cartes rouges qui vont te donner des points rouges, des cartes bleues qui vont te donner des points bleus à la fin de la partie. Mais il va falloir choisir qu'une seule couleur, parce qu'en fait, après, le bleu et le rouge s'annulent. Si vous avez 3 points rouges et 3 points bleus, ça s'annule et vous avez 0. Donc, en gros, il faut soit choisir de gagner des cartes bleues, soit choisir de gagner des cartes rouges. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, dans votre main, vous avez, je sais pas, une dizaine, une quinzaine de cartes. Vous devez les tenir comme ça parce que vous devez voir que la première carte de votre main. Et il faut que votre chiffre soit plus petit que ceux que vous voyez que les 3. Votre chiffre doit être plus petit que les 3. Donc là, 14, c'est plus petit que 16, donc vous allez gagner 16. Et bien sûr, vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres gens qui jouent. Donc si quelqu'un arrive et il met un 15, c'est celui qui est le plus proche qui va gagner le 16. Donc s'il met un 15, il va gagner le 16. Par contre, si tu mets un 119, tu vas gagner le 120, par exemple. Donc le but, c'est de gagner des cartes d'une seule couleur. Bien sûr, il y a des cartes double couleur où vous pourrez choisir la couleur qui vous donnera des points. Il faut essayer d'être le plus proche des cartes que vous souhaitez, mais il faut que ce soit égal ou inférieur. Voilà, tout simplement. Et la petite subtilité, c'est que par exemple, si votre 14, vous le voulez pas, vous le retirez et vous avez votre prochaine carte qui est en dessous, mais vous savez pas ce que c'est, donc ça peut être plus, ça peut être moins. Si vous aimez pas, vous enlevez encore. Et vous pouvez faire ça autant de fois que vous voulez, vous pouvez défausser vos cartes. Et bien sûr, les cartes qui sont défaussées, vous les récupérez pas, sauf à un moment quand il y aura la carte qui vous permet de récupérer vos cartes. Il y a une seule carte dans le paquet qui permet de récupérer vos cartes. Donc voilà. Alors, vous voyez, je vous ai expliqué le jeu. Est-ce que vous avez compris, oui ou non? Dites-le moi, parce que en famille, je trouve que c'était pas évident à expliquer. Les gens comprenaient pas forcément. Après, on a commencé à jouer, ils commençaient à comprendre. Ah oui, il faut que ce soit inférieur, etc. Il y en a qui n'ont pas compris le système des couleurs à la fin de la partie. Ils disaient « Ah, mais je savais pas que le bleu et le rouge, ça s'annule. » Mais si, je te l'ai dit. Donc, je trouve que pour un jeu d'ambiance,
les gens n'ont pas capté tout de suite le jeu, comment ça se jouait. Je trouve que les règles sont pas forcément adaptées à un public qui joue pas beaucoup. Par exemple, t'expliques le Uno, les gens comprennent assez vite. Ce jeu, ils ont eu plus du mal à comprendre. Et ensuite, je sais pas, niveau ambiance, c'était pas fou. On était 5. Alors j'ai joué à 2. À 2, c'est pas terrible parce que tu dois ajouter un troisième personnage fictif. C'est pas foufou. À 5, c'était marrant, mais en fait, on va dire sur 5 personnes, il y en a peut-être une ou deux qui ont bien aimé. Il y en a un qui a rien compris. Il y en a qui ont trouvé ça bof. Donc tu vois, c'est pas tout le monde qui va dire waouh, ce jeu il nous a éclaté. Donc je vais lui baisser sa note. Je trouve que ça marche pas forcément trop bien. Je vais mettre un 5.5. C'est pas le jeu d'ambiance que je vais ressortir plus souvent. Je vais ressortir plus facilement un trio, tu vois, par exemple. Ou je sais pas moi. J'ai pas mal de petits jeux de cartes comme ça. Un Mantis. Les gens rigolent plus, tu vois, en disant ah je te vole une carte et tout, ah ouais ok. Là les gens, je sais pas, ils sont un peu bloqués. Je trouve que ça marche un peu moins. Donc pour Now, bon, est-ce que je regrette mon achat? Bon, j'avais envie d'essayer, mais il sera pas dans mon top des jeux d'ambiance. Voilà pour Now. On continue. J'efface les trucs. Ça va, c'est pas trop long. Il y a beaucoup de jeux, hein. Il y en a encore 3 en multi. Après, je vous parle vite fait des jeux BGA. Et du coup, on a joué... Ouaf, les boîtes sont grosses. À Tic Tac Boom Color Flash, que j'avais acheté en promo sur le Dôme à 16 €. Il était en solde. Pourquoi j'ai acheté Tic Tac Boom Color Flash? Vous allez rire. En fait, j'avais le Tic Tac Boom classique. Donc, le Tic Tac Boom, c'est un jeu où vous avez une bombe. Vous avez une bombe et le classique, c'est vous avez un son, par exemple le son Jean, vous lancez un dé et soit vous devez trouver des mots qui commencent par le son Jean, janvier, jambon, etc. Ou soit qui finissent par le son Jean. Et vous lancez la bombe, vous la passez, ceux qui trouvent pas le mot, ils explosent, ils ont perdu. Dans le Tic Tac Boom Color Flash, en fait, tu as des cartes qui vous donnent un thème. Là, par exemple, c'est un insecte. Vous appuyez sur la bombe, elle devient vert. Tu dois trouver un insecte. Tu le passes, l'autre il appuie, elle change de couleur, elle devient jaune. Il doit trouver, ça prend 2 L, un mot avec 2 L quoi. Donc c'est le même principe de la bombe qui va exploser, mais au lieu de trouver des mots qui commencent ou qui finissent par un son, là c'est la couleur qui vous donne un thème et il faut trouver un mot sur le thème. Le jeu est noté. Merde, j'ai fait tomber mon stylo. Alors c'est marrant parce que le jeu n'existe pas sur Board Game Geek et sur MyLudo il n'y a pas de note. Donc c'est moi qui vais créer la note. Il n'y a pas de note sur internet. Sur Tic Tac Boom Color Flash, personne n'en a parlé. Moi je l'ai vu en promo, j'ai dit je sais que dans la famille de Kumquat, ils aiment bien Tic Tac Boom, ça marche assez bien. Bah voilà, ça c'est un jeu simple. Tu donnes une bombe, tu dis faut trouver un mot qui commence par le son machin. Les gens comprennent, les gens comprennent. Il y a une bombe, ça va exploser, ça leur met la pression. Ils rigolent. Un jeu simple et efficace. Après ça, c'est un jeu très commercial. Hein. Tu le trouves dans les supermarchés et tout quoi. Alors moi, je vais lui mettre la note de 7. Pourquoi je lui mets la note de 7? En fait, Tic Tac Boom, ça marche bien, mais je trouve que celui-là marche un peu moins bien parce que dans le Tic Tac Boom classique, tu dois trouver des sons. Comme je vous ai dit, le son Jean. Et en fait, quelqu'un va dire jambon, janvier, et tu sens que ça va bientôt arriver à toi, et tu dis mince, j'ai plus de mots, faut que j'en trouve un. En fait, ça te met vraiment la pression, quoi. Et tu sais que quand ça va arriver à toi, si t'as pas trouvé de mots, t'es dans la merde. Là, il n'y a pas ça parce que, en fait, à chaque fois que tu vas donner la bombe, la personne doit appuyer sur le bouton, ça va changer de couleur. Donc, déjà, tu sais pas ce que tu vas avoir, tu peux pas prévoir. Tu vois les cartes, donc tu sais c'est quoi les thèmes, mais tu sais pas la couleur que tu vas avoir. Donc il n'y a pas ce sentiment de je sais ce que je dois trouver, mais je sais pas ce que tu vois. Il n'y a pas ce sentiment là en fait.
Il y a juste ce sentiment de quelle couleur je vais avoir, je sais pas. Et quant à la couleur, c'est assez facile de trouver un mot parce que c'est des mots du genre, là, comme ils disent, c'est quelque chose qui peut être dans un train, dans une voiture. C'est, je sais pas, c'est un film. Donc voilà, tu dois trouver un film. Et t'as pas de conditions du genre, ça doit commencer par le son un tel. C'est juste, tu dois trouver un film. Donc des films, il y en a des milliers, donc tu trouves assez facilement en fait. Donc je trouve que ça marche un peu moins bien parce que tu trouves plus facilement les mots et t'as pas cette pression de dire je dois trouver quelque chose mais je sais pas, donc je suis bloqué, donc j'ai peur de me faire exploser. Je trouve qu'il y a moins cette sensation de peur d'être explosé et que ça se joue plus un peu à l'aléatoire, j'ai trouvé sur ce Tic Tac Boom. Alors ce que j'ai fait, parce que là c'est aussi une boîte assez énorme et j'avais reproché à la première version d'avoir une trop grosse boîte, ils avaient refait une Tic Tac Boom plus petite boîte d'ailleurs et là ils ont refait une grosse boîte. Alors, j'ai acheté cette boîte-là et j'ai jeté mon ancienne boîte et j'ai mis les deux. Là, c'est pas l'insert du jeu, c'est un insert que j'avais récupéré sur un autre jeu. Et j'ai mis mes deux jeux Tic Tac Boom dedans. J'ai mis l'ancien et le nouveau avec les cartes de l'ancien et les cartes du nouveau. Comme ça, j'ai mes deux Tic Tac Boom réunis en un seul. Voilà. Avec deux bombes, je peux carrément faire un jeu avec deux bombes, quoi. Et là, ça peut être intéressant. Je vais créer un nouveau jeu, le double Tic Tac Boom, avec deux bombes. Et là, ça va être pas mal, je pense. Ça va devenir intéressant. Voilà pour Tic Tac Boom. Bon, franchement, à 16 €, je trouve que ça valait le coup. Maintenant, je crois que le jeu de base, je sais plus combien il coûte, 25-30. Là, ça fait mal quand même. Mais c'est le genre de jeu que les gens offrent à Noël, quand ils savent pas quoi acheter. Et bah voilà, je trouve que ça marche quand même mieux que Now. Désolé. On continue avec Ready Set Bet, un jeu de chez Yellow sur la course de chevaux. C'est rigolo quoi. Jamais j'aurais pensé acheter ce jeu-là, mais je l'avais trouvé en promo aussi. Et il est noté combien Ready Set Bet 7,5. C'est quand même plutôt une bonne note. Pourquoi il est bien noté quand même? Parce que c'est un jeu qui peut mettre l'ambiance. Le problème, c'est que moi, je trouve que son défaut, c'est que c'est le genre de jeu que tu vas peut-être sortir une fois l'an, quoi. C'est-à-dire, tu vas le sortir justement en période de fête, quand la famille est réunie, qu'on est 10. Et là, tu vas jouer au jeu. Mais c'est pas un jeu que tu vas sortir régulièrement, toutes les semaines, etc. Parce que c'est quoi le jeu? C'est de 2 à 9 joueurs. Alors, je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire sur ce jeu. En tout cas, pour ma part, j'ai des choses à vous dire dessus. C'est parti, accrochez-vous. Grosso modo, vous avez un plateau, un énorme plateau, où vous pouvez faire des paris. Et puis, vous avez un tout petit plateau où vous allez poser des pions et vous allez lancer des dés pour faire avancer des chevaux. Vous lancez 2 dés, en fait. Et à chaque fois, donc, il y a quelqu'un qui doit s'occuper du truc pour faire avancer le chevaux des tout petits chevaux. Et les autres vont parier. Alors déjà, nous, comme je pense la plupart des gens, on n'a pas utilisé ça. On utilise l'application. Parce qu'il y a une application, et là, ils ont été intelligents, une application qui permet de jouer au jeu, et l'application est plutôt cool, en fait. Elle est plutôt cool. Donc déjà, voilà. Vous avez l'application, vous lancez la course. Vous pouvez mettre le son. C'est une belle journée qui s'annonce avec au programme une série de courses des plus passionnantes. Vous voyez, plutôt cool, hein. Le mec parle et tout. Vous avez les chevaux. Vous faites prêt. Il va lancer les dés et les chevaux vont avancer. C'est parti. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez, si c'est trop long, vous pouvez diminuer la vitesse pour que ça aille plus vite, quoi. Et là, les chevaux vont aller plus vite. Et ça y est, ils vont commencer à avancer. Vous allez pouvoir faire vos paris sur la piste. Et une fois que 3 chevaux ont passé la ligne rouge, vous ne pouvez plus parier. Donc, il y a les gens qui vont parier très tôt pour être sûr de prendre les jetons. Parce que si par exemple, moi je mise
Si je mise, par exemple, sur huis clos, je mets mon 5 sur huis clos, là, bah, plus personne d'autre pourra parier à cet emplacement. Donc, il y a ceux qui vont parier tôt, et ceux qui vont parier trop tard, ils vont devoir miser sur des plus petites mises, etc. Donc, voilà, c'est un jeu de paris et vous pariez sur les chevaux. Donc, en vrai, il y a tout un système de, par exemple, si tu fais 2 fois le même dé sur un cheval, il avance beaucoup plus vite, vous voyez. Mais si vous lancez l'appli, vous n'êtes pas obligé de connaître ces règles-là, vous lancez juste l'appli, vous voyez les chevaux avancer, et les gens font des paris. Donc nous, on a joué en famille, il y avait des enfants, en fait, ça allait de 8 ans à 65 ans, quoi, autour de la table. Donc vraiment un jeu familial. Vous faites vos paris, comment ça marche? Si vous pensez par exemple que lui, là vous voyez, il y a tous les chevaux là. Si vous pensez que lui, il va gagner là, le bleu, 2-3, eh ben vous misez gagnant. Donc vous misez sur le premier truc. Il reste encore 2 emplacements en fait. Et puis vous allez gagner votre nombre de jetons, genre 4 fois ce qu'il y avait en dessous. Ok. Si vous pensez qu'il est dans les 2 premiers, vous misez dans un couplet. Et si vous pensez qu'il est dans les 3 premiers, vous misez dans un trio en fait. Donc ça, c'est les paris de base. S'il est gagnant, c'est dans les 2 premiers, c'est dans les 3 premiers. Vous pouvez miser sur tous les chevaux. Et vous avez vos jetons de couleur, bien sûr. Je crois qu'il y a plusieurs jetons de couleur. Il y a 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, donc il y a ça, le truc de base. Donc nous, on a joué avec le truc de base. Et on a joué que avec le truc de base. Parce qu'après, il y a plein d'autres règles. Et les gens, ils ont la flemme, quoi. Ils ont la flemme quand il y a trop de règles. Donc au début, les premiers tours, on a joué avec le truc de base. Ensuite, j'ai activé les couleurs. J'ai dit, vous pouvez aussi miser sur une couleur. Donc vous misez soit sur un cheval bleu, un cheval orange, un cheval rouge. Comme ça, c'était simple pour les enfants ou les gens qui veulent pas trop comprendre, ils savent qu'ils peuvent miser sur les couleurs. Après, vous avez des mises spéciales au-dessus, genre, ah, c'est le bleu qui est plus fort que le rouge, si elle m'a... Ça, laisse tomber, c'est trop compliqué, les gens, ils font pas ça. Donc moi, je l'ai pas mis, ça. Ça complexifie le jeu. Pour les gens qui jouent souvent, c'est intéressant, ça permet de mettre des mises en plus. Mais pour les familles lambda, ça va commencer à devenir trop compliqué. Surtout que t'as des enfants, ils font pas forcément gaffe. T'as des gens de plus de 60 ans, ils voient rien. C'est trop petit. Ils disent attends, je vois pas. T'es debout autour de la table, il fait un peu sombre, tu vois pas. Donc en fait, il suffit de mettre que ça et c'est tout. Et là, pareil, tu peux ajouter des mises en plus. Ça non plus, on l'a pas fait. Donc pour moi, trop de règles. Il faut simplifier le jeu pour aller au plus simple, pour que ce soit familial et que les gens se fassent pas chier. Bon, c'est intéressant, il y a des règles en plus. Si vous voulez ajouter des règles en plus, tant mieux. Mais nous, on les a enlevées, les règles en plus, pour que ce soit au plus simple possible. Ça, c'est pareil, le plateau est trop petit, donc nous, on a joué avec la tablette. Et même la tablette, là, ça faisait presque un peu petit. J'aurais dû avoir peut-être une plus grosse tablette pour que les gens voient mieux. Mais en fait, il faut penser aux gens qui voient pas bien ou quand on est beaucoup autour de la table. Le plateau est assez grand, donc ça, c'est cool. Aussi, le jeu est de 2 à 9, mais en fait, il faut prendre en compte qu'il y aura un animateur et donc c'est que 8 joueurs. Et nous, on était 10. Alors, ce que j'ai fait, j'ai trouvé une solution pour jouer à 10 parce que normalement, t'as 8 jetons, enfin, t'as 8 couleurs de jetons pour jouer à 8, mais il y a aussi des jetons blancs et noirs qui sont normalement des bonus. Et moi, j'ai utilisé ces jetons blancs et noirs pour pouvoir jouer à 10 joueurs en fait. Comme ça, moi, j'ai pris des jetons noirs qui étaient normalement des jetons bonus et j'ai donné des jetons blancs. Comme ça, on a pu jouer à 10 tous ensemble et à tous faire des paris. Donc là, c'était intéressant parce que quand j'ai vu qu'on était 10 et que le jeu jouait que à 9 et que le 9e devait être un animateur et qu'il y avait des règles en plus pour que l'animateur puisse faire des paris et tout, j'ai fait « Oh non, mais laisse tomber !» J'ai dit juste « On joue à 10, on prend les jetons, chacun fait sa mise et basta, et on fait les mises les plus simples possibles. » Donc voilà, pour moi, c'est un jeu qui gagne à gagner en simplicité, si je puis dire. En gros, il aurait fallu simplifier encore plus les règles. Et pourquoi mettre
pourquoi pas mettre un peu plus de joueurs même pour jouer à 12. Voilà, donc t'as plein de trucs dedans. L'insert est mal fait. Regardez comment veux-tu ranger ça, quoi. L'insert est mal fait, quoi. Limite, il faut que j'enlève ce truc en carton qui sert à rien. Le plateau est plutôt pas mal parce qu'il est assez grand, vous voyez. Donc là, vous misez. Là, vous voyez mieux, hein. Vous misez l'as de 3, vous pensez qu'il est gagnant, hop, vous mettez votre mise. Si vous avez mis un 5, vous gagnez 5 fois 9. Mais bien sûr, si vous perdez votre mise, vous perdez des sous. Moins 2, moins 2. Donc ça, il y a ce truc un peu chiant aussi. À la fin de la manche, d'ailleurs, ça se fait en 3 manches, hein. Faut le faire 3 fois. À la fin de la manche, faut tout compter, quoi. Donc, il faut un gars qui calcule tout, quoi. Alors toi, t'as gagné 3 fois 5, et t'as perdu ça, t'as machin ça, et tu donnes les sous. Alors toi, tu donnes des sous, machin. Donc, limite, tu mets autant de temps à la fin, tu vois, t'as tous ces paris. Tu dois compter tous les paris, donner les sous. Tu mets autant de temps à donner des sous aux gens selon leurs paris que à faire les paris pendant le jeu, quoi. Donc, c'est quand même assez long et il faut que les gens soient patients. Mais au final, les enfants ont bien aimé. Au final, ils se sont pris au jeu. Ils disaient, ah, moi, je parie sur le bleu. Ah, je parie sur cheval. Les enfants, ils ont bien aimé. Au final, au début, ils étaient là un peu, ouais, c'est quoi un jeu de course de chevaux? Et après, ils étaient là, allez, allez, allez. Donc, au final, et j'avais même ma belle-sœur au début qui disait, oh non, ça a l'air nul, j'aime pas les paris de chevaux. Il a l'air chiant ton jeu. Et à la fin, elle était là, ah ouais, c'est rigolo, quoi, de parier sur les chevaux, on les voit avancer, on les voit perdre, même s'ils disaient, ouais, bah, c'est un peu du hasard, quoi, mais voilà, quoi, c'est du hasard, tu paries sur des chevaux, tu sais pas qui va gagner. Le plus drôle, c'est de voir ceux qui vont parier le plus tôt possible pour essayer de gagner plus, et ceux qui sont plus sécures, qui attendent le dernier moment pour parier, pour gagner, mais souvent tu gagnes moins parce que les places sont déjà prises. Donc, je crois que c'est un jeu qu'on sortirait une fois l'an, on va pas le sortir souvent, mais dans les périodes de Noël, peut-être que je le sortirai, et bien sûr en restant simple dans les règles et en utilisant l'appli. Voilà, c'est à peu près ce que je voulais dire. Et pour pouvoir jouer à 10, utiliser les pions qu'il y a en plus. Et après, il y a plein de trucs que j'utilise pas, les bonus, j'utilise pas, voilà. Faut simplifier le jeu pour tout le monde, quoi, en fait. Donc du coup, je lui ai même pas mis de note en fait. Ready Set Bet, quelle note je lui mets? Désolé, je suis un peu long dans mes explications. J'espère que vous n'êtes pas tous partis. Ready Set Bet, je vais lui mettre un 7. Je baisse un peu sa note parce que c'est un peu trop compliqué pour la famille. Faut vraiment simplifier les règles. C'est pas un jeu que tu vas sortir très souvent, mais c'est un jeu. Si t'arrives à mettre les gens dans l'ambiance, ils peuvent s'amuser, quoi. Il faut vraiment y aller du genre, allez, si on va s'amuser, faites vos paris, bien leur expliquer. Heureusement que j'explique bien. Non, je sais pas. Je suis pas sûr que j'explique bien, mais j'essaye de motiver les gens pour jouer. Et bah, y a des gens qui vont aimer forcément. Mais tu vois, je sais pas si je leur dis, allez, on en refait une partie, s'ils disent, ouais, ok, il y en a peut-être qui vont dire ouais, il y en a qui vont dire non. Donc, ça fait pas l'unanimité non plus, et c'est bizarre un jeu sur les courses de chevaux quand même. Et la boîte est quand même, elle fait la taille de Cascadia quand même assez grosse. À ranger, bon voilà. C'est encore un gros jeu, quoi. Ensuite, voilà, la boîte est lourde par contre là-bas. J'ai acheté en solde TTMC Access. Alors là, j'ai fait comme Tic Tac Boom. Ah, pour Ready Set Bet, je vais lui mettre une lunette de bronze. Lunette de bronze pour Ready Set Bet. D'ailleurs, je le mets aussi pour Tic Tac Boom. J'avais pas mis. Et pour Now, je mets pas de lunettes. Donc ensuite, on a TTMC. Alors juste, je vais enlever l'application là. Sinon, ça va bouffer toute la batterie. Voilà. J'ai acheté TTMC Access en promo parce que c'est un jeu qui coûte genre 40 balles et là, il était à 18 balles. Il est noté par les joueurs. Ouais, c'est pareil, il est pas noté parce que personne n'en parle et on le trouve pas sur BGG ni rien. Donc là, j'ai fait comme pour Tic Tac Boom.
j'ai gardé qu'une seule boîte parce que c'était des grosses boîtes à stocker. Donc en fait, j'ai gardé, oui, je sais, j'ai gardé ma boîte de TTMC2 et j'ai découpé ma boîte de TTMC pour garder le plateau qui est assez joli, assez rigolo. Donc j'avais envie de garder le plateau. J'ai gardé le fond de boîte pour l'utiliser pour ranger des trucs chez moi. Mais dans ma collection de jeux, finalement, j'aurai qu'un jeu. Et je crois que TTMC Access, en fait, c'est les mêmes questions que TTMC de base, je crois, le 1. Mais comme moi, j'avais le 2, et ben en fait, je cherchais à compléter mon TTMC2 parce qu'on commence à connaître toutes les questions, en fait, à force d'y jouer. Donc, si vous connaissez pas, c'est juste un jeu de culture générale, tu as des questions, et on te dit combien tu te mets sur entre 1 et 10. Voilà, et puis 1 c'est facile, 10 c'est difficile. Donc tu vois, tu peux acheter des trucs comme ça pour mettre dans ton jeu. Complément naturel, complément belge, ouais, bon. 130 cartes. Bon bah moi je me dis, là j'ai un TT ACMSS, il y a combien de cartes? 540 cartes. Le jeu est à même pas 20 balles en promo, je dis bah vas-y, je le prends. Et je fusionne mes deux jeux. Et vous voyez, j'ai réussi à mettre toutes les cartes de mon TTMC2 et de mon TTMC Access pour avoir un jeu hyper complet, quoi. Là, j'ai mis plus de 1000 questions, quoi, avec les deux jeux. Et j'ai réussi à tout regrouper. J'ai même la version voyage du TTMC2. Plus toutes les questions. Ça rentre tout juste, quoi. Ça rentre tout juste. Et là, donc, je suis content. Comme ça, j'ai mon TTMC Access. Et du coup, on y a joué, quand même. On a le temps d'y jouer. Voilà, film avec pour titre un prénom. Allez, jouez avec moi, on va faire une carte ensemble. On se met combien en film avec pour titre un prénom? Allez, on va se mettre 5. Comment s'appelle le film de Luc Besson où une femme a tendance à casser beaucoup de gueule? Ah, Cinquième élément? Ou Lucie, peut-être? Nikita, merde. On accepte aussi Lucie. Même si le film n'est pas terrible. Ah, les enfoirés. Donc voilà. Tout simplement. Donc bah voilà, c'est du TTMC. Hein. Alors je sais pas pourquoi dans TTMC Access ils ont mis ça. C'est pour pouvoir toucher parce qu'il y a un côté access. Mais voilà, en tout cas ils l'ont mis. Et je sais que je crois qu'ils ont mis une application dessus. Là il est marqué, non? Je crois qu'ils ont mis une application dessus. J'ai pas fait gaffe. Bon, en tout cas, il t'explique les règles. Mais ça, c'est le plateau de base du TTMC2, vous voyez, où vous commencez là-bas et vous devez finir. Hop, hop, hop. Et ça, c'est le plateau du TTMC Access qui, vous voyez, vous pouvez toucher. C'est en relief. Donc, Access comme ça, pour les gens qui ont une déficience visuelle, ils peuvent toucher les cases et se dire, ah ouais, ok, ça c'est la prochaine case, c'est orange, ça c'est vert, la prochaine case. En même temps, si tu es déficient visuel, tu peux pas lire les questions, hein, mais au moins si tu joues avec une personne, elle peut toucher le plateau pour savoir où elle va. Donc c'est déjà bien. Mais je crois qu'avec l'appli, elle peut te poser les questions, je pense, il me semble. Voilà. Et je crois que ça reprend les questions du 1. J'ai pas pu vérifier parce que j'ai pas le 1, mais en tout cas, c'est pas forcément les mêmes questions que le 2. Donc voilà. Moi, je suis content de mon acquisition. Ça me permet. Par contre, la boîte là, elle est extrêmement lourde du coup. Voilà pour TTMC Access. Donc, je vais lui mettre une note de 7,2. Allez. 7,2, ça marche bien en famille, c'est cool. Tu te poses des questions, c'est rigolo. Tu te passes un bon moment. Et je lui mets quand même une lunette d'argent parce que ça marche bien. Ça traverse les générations et les âges. TTMC. Voilà. Voilà, on a fait le tour des jeux en multijoueur. Now, Tic Tac Boom, TTMC Access, 17 bêtes. On va parler vite fait des jeux joués sur Board Game Arena. Et par contre, je vais plus mettre de notes sur les jeux de Board Game Arena. Avant, je mettais des notes, mais je trouve que c'est con de mettre des notes parce que plusieurs fois, j'ai joué à des jeux sur BGA et j'ai joué en vrai et je trouve que c'est pas la même sensation et des fois, une note que t'as
donnée sur BGA, tu la revois quand tu joues en vrai, à la hausse ou à la baisse. Donc, je vais vous parler des jeux que j'ai joués sur BGA, mais je vais plus leur donner de notes parce que je trouve qu'il faut que j'y joue en vrai pour pouvoir vous donner une vraie note que j'y joue sur BGA et en vrai. Et comme ça, en plus, vous dire si c'est mieux sur BGA ou en vrai. Parce que des fois, il y a des jeux qui sont mieux sur BGA et des fois, il y a des jeux qui sont mieux en vrai, tu vois. Donc, sur BGA, allez, je vais vous dire ça vite fait, j'ai joué à Colt Express, noté 7.1, le petit jeu avec des trains et des cartes. Et donc, je vais vous dire aussi si le jeu m'a donné envie d'y jouer en vrai ou pas. Donc, Colt Express, ça m'a donné envie d'y jouer en vrai, effectivement, parce que je sais qu'en vrai, il y a un train et des petits bonhommes et tout. Donc, ça m'a donné envie d'y jouer en vrai. Sur BGA, bon, c'est un peu longué. Tu mets ta carte, t'attends que les autres jouent. Tu sais pas ce qu'ils vont jouer. Des fois, tu sais. C'est rigolo, mais je sens qu'en vrai, je vais passer un meilleur moment que sur BGA. Donc, ça m'a donné envie d'y jouer. Donc, j'étais content d'y jouer. J'ai joué à Locomomo sur BGA. Un petit jeu avec des points où t'as des animaux. J'ai pas tout compris le système. En fait, t'as un plateau et tu dois remplir tes animaux et faut suivre des couleurs. Là, faut que les couleurs soient égales dans cette ligne pour te faire des points. Pareil là, faut que ce soit que des ours ou un autre. Tu vois, t'as des conditions et tu vas devoir les prendre sur un plateau. Sur BGA, ça le fait automatiquement. Donc là, si tu prends un ours, ils te disent ce qu'il faut prendre. J'ai pas compris le système de pourquoi si je prends ça, ça prend ça, ça. J'ai lu les règles vite fait, j'avoue. Donc, bah, j'ai pas été convaincu par ce jeu. Locomomo, en plus, je l'avais vu en promo et bah du coup, je l'ai pas acheté parce que ça m'a pas convaincu sur BGA et je me suis dit non, je le prendrai pas. Voilà. Sur BGA, il m'a pas convaincu. Il est noté 6.4, voilà, un petit jeu de collection avec des animaux. Donc, ça peut être assez simple pour les gens qui débutent dans les jeux. Mais il m'a pas convaincu. Ensuite, j'ai joué à Celestia. J'ai joué à Celestia parce que je l'ai en vrai et j'arrive pas à trouver des gens qui s'intéressent d'y jouer. Donc, j'avais envie de l'essayer sur BGA. Et sur BGA, j'ai trouvé ça un peu chiant, quoi. C'est juste, tu dois te décider si tu continues ou pas. Puis t'as une chance sur deux de mourir, quoi. Et sur BGA, bon, c'est pas très passionnant. Je pense aussi qu'en vrai, c'est mieux, quoi, parce que t'as le matériel. Là, je sais qu'ils ont sorti une grosse boîte. Est-ce que les gens vont l'acheter? Je sais pas, vraiment, les collectionneurs, mais moi, j'hésite à revendre ma boîte, hein, parce que les gens, ça les intéresse pas de jouer à ça, donc soit je la garde pour la collection, soit je vais la revendre, je pense, parce que j'y joue pas. Voilà. Et ensuite, j'ai joué à Survive the Island sur BGA parce que j'avais envie de tester le jeu et j'ai trouvé ça cool sur BGA, même un peu long quand tu joues genre à 4, tu dois attendre que les gens fassent leur tour. Et ça m'a donné envie d'y jouer en vrai parce que des fois pendant mon jeu sur BGA, je me disais ah, l'enfoiré et tout, il m'a tué comme ça, il m'a envoyé un monstre dans la tronche. Et bah sur BGA, je parlais tout seul alors que en vrai, à mon avis, tu dois traiter les gens là, tu dois leur dire ah enfoiré, tu m'as tué et tout. Donc je trouve que ça doit mettre une bonne mauvaise ambiance sur la table. Donc ça m'a donné envie de l'essayer en vrai. Voilà. Voilà, je vous ai fait le tour des jeux que j'ai joués ce mois-ci. Bon, bien sûr, j'ai joué à d'autres, mais je vous en ai déjà parlé dans le café des jeux, donc je vous en reparle pas. Et rapidement, je vais vous parler des jeux que j'ai achetés en solde. Donc, on passe à la partie solde. J'ai acheté Lynx en solde. Je vous en avais déjà parlé dans un café des jeux. J'avais joué sur BGA. J'avais trouvé ça ok rigolo, quoi. Et comme là, il était à 8 €, j'ai dit, ouais, vas-y, je le prends. On a joué. Bah oui, c'était ok rigolo, quoi. C'est pas le jeu de l'année. C'est ok, une petite partie de temps en temps. Voilà. Ça prend pas beaucoup de place. Voilà. Je l'ai pris, mais pour moi, c'est un ok game, quoi, tu vois. Ensuite, voilà. Celui-là, je l'ai pas acheté en solde, mais je l'ai acheté en occasion. Il y a quelqu'un qui le vendait 12 € sur Ocaseo. Je l'ai négocié à 10 € et je l'ai acheté en main propre.
Donc j'ai pas eu les frais de port et tout parce que sur le site de Matago, je crois, il est à 25 plus des frais de port, au moins 30 balles. Et ce sont les illustrations bêta art du jeu Slay the Spire, un de mes jeux préférés de 2024. Donc j'avais envie d'avoir les bêta art. C'est quoi les bêta art? En fait, ça reprend les cartes du jeu de base, Slay the Spire, des personnages en fait. Donc c'est les mêmes cartes que dans le jeu, ça apporte juste des skins en plus, des skins différents en fait. Vous voyez, la dame qui me l'a vendu, elle avait même pas déballé toutes les cartes. Si tu passes sur la chaîne, bisous à toi, parce que on a parlé un peu, elle disait qu'elle jouait en solo, et je lui ai dit que j'avais une chaîne, elle a fait « Oh, ah ouais, c'est quoi ta chaîne et tout ?» Donc merci à toi. Hein. Et vous voyez, là vous avez le ticket d'or, bah voilà, ça ajoute de nouvelles images. Et là, vous avez vos cartes pour votre personnage. Donc, c'est les mêmes cartes, ça fait les mêmes effets. Mais c'est des dessins différents et c'est des dessins assez rigolos. Voilà, vous avez un hamburger. Je les ai pas encore regardés. Donc là, je les découvre avec vous. La corruption, l'attaque double. Voilà, des petits dessins, un dragon et tout. C'est trop marrant. Moi, j'adore. Je kiffe. Donc là, c'est vraiment de la collectionnite. C'est pour collectionner pour le jeu. Exhumation, offrande. C'est vraiment... C'est quoi ça? Mastodonte. Ok. Ah, incroyable. Immolation, regardez, ça reprend un mème assez connu du gars avec le feu et tout. Donc moi, je trouve ça assez cool. Et du coup, je vais les ajouter à mon jeu de base. Et même quand je jouerai, que je débloquerai... Imagine, je finis une partie avec un personnage, je regarde les cartes que j'avais et je me dis « Ah, c'est bon, j'ai débloqué les nouvelles cartes comme ça pour changer un peu le skin des cartes. » Donc, voilà, inutile, mais du coup, indispensable pour tout collectionneur. Non, c'est pas indispensable, hein, ça ne sert à rien, mais c'est juste pour le fun, voilà. Et je me suis dit, à 10 €, vas-y, je le prends. Voilà, trop cool. Des cartes alternatives. Désarmement. Elles sont marrantes, hein. On va regarder un petit peu ici ce qu'il y a. Donc là, c'est que les cartes rouges pour le soldat de fer. C'est pour le soldat de fer, celle-là? Attends. Rouge, ouais, je crois. Le train, incroyable, c'est des mèmes, quoi. C'est fou. Vous les connaissez ou pas? Métallisation, fortification. Alors, on peut se dire que les dessins, on dirait qu'ils sont faits par des gosses. Hein. Évolution. Souffle de feu. Incroyable. Voir rouge. Et il y a 2 fois la même, là. Là aussi. Plaquage. Virilité. Alors, tu vois, limite, dans le jeu de base, si par exemple j'ai 2 fois cette carte, je peux en mettre une comme ça et une... et puis en plus, elles sont évolutifs. Donc ça, c'est le même dessin sur l'évolution. Ouais, je crois. Même pas mal. Ping. Rupture. Ignore la douleur. Tourbillon. Barrière de flamme. Bon, voilà, à peu près, il y a plein de dessins comme ça. Il y a plein de dessins comme ça pour chaque personnage. Après, vous avez, vous voyez, vous avez les cartes vertes pour la silencieuse, etc. Donc, pluie de dagues. Donc moi, je suis content de mon acquisition, voilà, pour la collection. Ça fait plaisir. Il faudrait peut-être limite que je fasse une vidéo unboxing. Dites-moi si ça vous intéresse de toutes voir les cartes. Voilà, et la boîte est assez jolie en plus. Hein. La boîte est assez jolie. La forme de la boîte est assez bizarre aussi. Donc voilà, moi je vais le mettre là-bas. Hein. Je le mets avec mon petit jeu. Tac. Nickel, ça passe nickel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté en solde? Sur Philibert, je me suis acheté... Il y avait 2 Dice Throne en solde. Pouf! Je me suis acheté 2 boîtes de Dice Throne en solde.
Père Noël Krampus, bon, à la base je comptais pas les prendre, mais vu qu'ils étaient en promo, j'ai dit bon, c'est peut-être l'occasion de les prendre. Je serais peut-être départi à Noël sur ces personnages, même si ça a déjà été fait plein de fois, mais bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, je me dis, là aussi c'est de la collectionnite d'avoir plusieurs personnages. Dice Throne, ça fait toujours plaisir, j'ai trop envie d'y rejouer, et je me suis pris celle-là qui était en promo aussi, 18 € je crois. Surtout la chasseresse, elle me tentait bien. Le tacticien, bof, mais la chasseresse, avec son petit tigre, elle me tentait bien, ouais. Ouais. Moi, je préfère les personnages originaux comme ça, plutôt que les Marvel. Je trouve ça plus intéressant d'avoir les vrais personnages que les Marvel, quoi. Les Marvel, je les prends pas, quoi. Assez de jeux Marvel comme ça. À la limite, s'ils traduisent le Deadpool, je me prendrais bien Deadpool, mais sinon, voilà. Voilà, je me suis pris ces 2 Dice Throne pour la collection, quoi. Et le dernier jeu que j'ai acheté